Quel accueil! Quel accueil! Bien, je suis bien content d'être à Bobigny ce soir. Même si ça a été dit, pour nous c'est un peu complexe parce que on essaie de faire en sorte que pas une voix ne manque à l'Assemblée, donc ça explique cette rotation. Puis il y a des gros embouteillages qui montrent aussi que, à mon avis, le mouvement social prend, et tout ça explique un peu les difficultés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire d'abord que c'est en lien avec mon rôle de président de la Commission des Finances, il faut détruire une première contre-vérité par rapport à ce mouvement et à cette contre-réforme, c'est que non, les retraites ne coûteront pas plus cher à ce pays dans les années à venir, et au contraire même coûteront de moins en moins cher en pourcentage par rapport au PIB. C'est pas moi qui le dis ça, c'est... alors maintenant c'est devenu assez célèbre, mais je revendique d'être quand même à l'origine de l'audition du Conseil d'orientation des retraites à l'Assemblée nationale pour faire dire tout simplement la vérité. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'orientation des retraites? Il a dit que la question n'était pas que les retraites coûtaient trop cher, la question n'était pas les dépenses, la question c'était uniquement le manque de ressources. Voilà, moi les choses sont posées. Bon, et à partir de là, évidemment, se pose la question de savoir est-ce qu'il faut faire ce que nous propose la Macronie? La Macronie a réglé le problème. À partir du moment où il manque de ressources, il faut que les retraites coûtent encore moins cher. Voilà, c'est ça son préambule. Et donc ceux qui doivent payer, c'est les retraités. Comment on les fait payer, les futurs retraités? Déjà, on leur inflige de cotiser 2 ans de plus. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, on a eu des grandes leçons d'Attal nous disant « Ah, mais vous voulez faire cotiser davantage les gens, etc. etc. » Les gens, pour lui, c'est le capital. Mais vous voulez faire cotiser davantage les gens, la réforme des retraites, de forcer les gens à travailler 2 ans de plus, vous les forcez à cotiser 2 ans de plus. Donc là, par contre, ça ne lui pose pas de problème. Puis la deuxième conséquence, c'est tout simplement que quand vous forcez les gens à travailler 2 ans de plus, ils ont 2 ans de moins à la retraite. Et s'ils ont 2 ans de moins à la retraite, ils ont 2 ans de pension en moins. Voilà. Et quand vous analysez le fait qu'avec cette réforme, ça c'est même pas moi qui dis, c'est l'étude d'impact, on va passer de 25,5 ans de moyenne à la retraite, ça c'était les chiffres de 2010, à 23 ans. C'est-à-dire qu'avec cette réforme, on aura 23 ans en moyenne, on peut espérer qu'à la retraite, on vit. Bien. Si vous regardez que c'est 23 ans et que vous forcez les gens à vous enlever 2 ans de pension, vous vous apercevez tout simplement qu'on enlève en plus 10% en réalité du revenu global des retraités par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, eux, c'est la décision qu'ils ont prise. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il y avait d'autres moyens. Et il y a d'autres moyens. C'est ce qu'on est en train de défendre à l'Assemblée à travers les articles 2. Les autres moyens, c'est assez classique. C'est de partager les richesses. C'est-à-dire de faire en sorte que la valeur ajoutée se redistribue différemment de la manière dont elle se redistribue depuis maintenant une dizaine d'années. Enfin, plus de 10 ans, une trentaine d'années, c'est-à-dire depuis, en gros, l'emprise néolibérale sur nos économies. Il faut faire en sorte de financer les retraites, aller chercher ce que le capital nous a volé depuis une trentaine d'années et qui coûte des dizaines et des dizaines de milliards à la nation. Comment on fait? Évidemment, la première façon de faire, c'est de faire en sorte que le salaire et les salaires socialisés, les cotisations, augmentent. Ça, c'est la première façon. Donc, on crée de l'emploi. Par exemple, à l'inverse de ce qu'entend faire le gouvernement, nous on dit que pour la planification écologique, il faudrait 1 million d'emplois supplémentaires dans la fonction publique, 1 million d'emplois supplémentaires dans les services publics pour assurer la planification écologique. Si vous avez 1 million d'emplois en plus, bien évidemment, chacun comprendra que c'est des cotisations sociales en plus. On dit aussi qu'il faut l'égalité salariale homme-femme. 8 milliards qui iraient dans les poches des caisses de retraite. On dit aussi une chose qui est un des éléments dont nous souffrons considérablement dans notre département. C'est qu'il faudrait faire en sorte, et je pense que Léla en parlera peut-être tout à l'heure, tu n'as pas parlé Léla encore. Je dis ça, je parle de Léla parce qu'elle a réussi à faire passer une loi de ce type au Parlement européen. Que les travailleurs ubérisés, qui ne sont que les travailleurs à la tâche du 19e siècle, soient requalifiés en salariés et donc, à nouveau, payent des cotisations, ce qui va évidemment, encore une fois, alimenter la caisse de la sécurité sociale. Donc, première mesure à faire, créer de l'emploi, augmenter les salaires, et là, on va augmenter, évidemment, les ressources. Deuxième mesure,
c'est qu'il faut aller reprendre en partie au capital ce qu'il nous a pris. Alors, il y a des moyens, si c'est exceptionnel, ça peut être parfois par la fiscalité. Moi, je ne suis pas fan de ça, nous non plus là collectivement, parce qu'on est pour un système contributif qui ne s'appuie pas sur la fiscalité. Par contre, on a un moyen très simple. Le gouvernement, depuis maintenant plusieurs années, favorise les dividendes, qui, comme vous le savez, atteignent des records 200 milliards dans ce pays. Pourquoi il les favorise ? Parce que, figurez-vous, il a installé ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire qu'il plafonne les revenus du capital en termes d'imposition à 30%. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez tout avantage à vous payer, à vous rétribuer en revenu du capital, donc en dividende ? Eh bien, vous vous rétribuez moins, quand vous êtes des hauts cadres, des gens et autres, en salaire ou en honoraire, qui sont là des revenus qui sont assujettis aux cotisations. Donc, ça part vers les dividendes. Et les dividendes, bien évidemment, ne sont pas assujettis aux cotisations. Donc, nous, on propose que les dividendes soient assujettis aux mêmes cotisations que le travail, et ça ferait plus de 40 milliards d'euros qui rentreraient dans les caisses des caisses vieillesse, et qui permettraient non seulement d'équilibrer facilement le régime, mais de repasser à la retraite à 60 ans avec 40 annuités, et le fait de compter les années RSA comme des années d'annuités. Nous avons, il y en a une autre, je la dis au détail, c'est qu'on arrête d'exonérer les cotisations. C'est insupportable. Voilà qu'on a un gouvernement, un État, qui depuis des années aide les entreprises publiques de manière sans contrepartie, sans condition, en puisant dans les cotisations pour le faire. Déjà, moi je suis contre ces aides publiques aux entreprises qui maintenant atteignent plus de 200 milliards d'euros, et dont certains de ces aides publiques seront redistribués directement en dividendes, qui est quand même le comble. Mais en plus de ça, il est évident que quand vous le faites sous forme d'exonération, vous appauvrissez les comptes de la Sécu, les comptes des caisses de retraite. Alors certes, c'est compensé par la fiscalité en partie. Mais alors le gouvernement nous dit après, oui d'accord, mais touchez pas à la fiscalité. Donc d'une certaine manière, c'est vraiment des cotisations qui sont perdues. Voilà comment je pense qu'on peut facilement faire en sorte non seulement que le régime soit équilibré, je l'ai dit, mais faire en sorte aussi que, on repasse, je l'ai dit tout à l'heure, à la retraite à 60 ans, comme le prévoit le programme de la NUPES. Pour faire passer tout ça, je vais arrêter avec les chiffres après, mais là ça vaut le coup quand même. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour essayer de faire passer la pilule ? Il nous invente des fake news. Et alors là, il passe à ce moment un très mauvais quart d'heure à l'Assemblée, je ne sais pas si vous regardez en direct, parce qu'au fur et à mesure des débats, il s'avère que tout ce qu'ils nous ont dit comme éléments qui servaient de prétexte, on dira, mais vous inquiétez pas, on va vous faire travailler 2 ans de plus, mais alors tous les retraités à temps complet, à carrière complète, toucheront par exemple 1 200 € par mois. Eh bien, alors ça a été tout le monde au début. Après, en janvier, Véran nous a expliqué, Véran, porte-parole du gouvernement, Véran nous a expliqué, tristement célèbre avant que le ministre de la Santé pendant le Covid. Vous savez, celui qui disait on n'avait pas besoin des masques, et puis, enfin, vous connaissez ça. Véran donc nous explique que c'est 2 millions de personnes, et là, l'autre jour, tout au début, on a Dussopt, ancien socialiste, les socialistes actuels ne peuvent rien, je le précise, Dussopt qui arrive, et qui explique sur France Inter qu'il a travaillé toute la nuit pour trouver des chiffres qui correspondent aux gens qui gagnent 1 200 €, et finalement, il nous dit c'est 250 000 des retraités actuels, et ça sera 40 000 seulement par personne qui toucheront leur retraite chaque année. Donc on est descendu de 2 millions à 250 000. Bon, tout ça, c'était leurs gros arguments. J'en passe, c'est des meilleurs. Alors, vous avez vu comme ce matin les 43, 44 ans. Alors là, c'est l'espèce d'accord qu'ils ont voulu faire avec les Républicains. Alors, père, tu perds. C'est-à-dire, si tu as commencé à travailler à 14 ans, 16 ans, 18 ans, eh bien, c'est 44 annuités qu'il faudra toujours. Et un père, non, tu ne gagnes pas un père. Tu restes stable par rapport à aujourd'hui, ça sera 43 annuités de cotisation. Alors, selon que vous ayez la chance dans cette espèce de roulette d'être père ou impère, vous allez perdre 1 an de cotisation. Donc, tout ça est complètement aberrant. Et ce qui est encore plus aberrant pour un gouvernement qui vous fait passer ça sous un projet de loi de finances de la sécurité sociale rectificatif, c'est qu'ils nous ont annoncé des chiffres qui du coup sont complètement insincères, parce qu'ils ont expliqué que tout ça allait coûter 6 milliards. Or on voit maintenant par exemple que ça sera 10 fois moins de gens qui en bénéficieront. Donc tout ça c'est du vent, tout ça c'est du bricolage, tout ça c'est du fake news, et ça je crois que c'est aussi un des éléments qui fait que les choses sont en train de plus en plus de se répéter, j'allais dire, dans la situation.
Par rapport à tout ça, force est de constater que comme, je vais terminer là-dessus, parce que je crois que c'est 10 minutes, c'est ça, c'est 10-15 de ces pistes. Alors je vais conclure là-dessus, t'inquiète pas. Par rapport à tout ça, une petite conclusion, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'ils ont cru encore une fois qu'ils avaient affaire à un peuple imbécile. Je dis encore une fois parce que ça me rappelle le traité constitutionnel européen en 2005, pour ceux qui ont connu, où ils ont pensé qu'ils allaient nous faire avaler la pilule facile. Manque de chance, les gens ont lu le traité et ont fini par comprendre que c'était le capitalisme le plus hard développé comme de manière constitutionnelle au niveau européen, etc. Là, c'est pareil. Les gens, ils regardent, et puis à la fin, qu'est-ce qui se passe 7 Français sur 10 se disent ils sont juste en train de nous forcer à travailler 2 ans de plus. Nos 2 ans les plus difficiles pour travailler et nos 2 meilleures années pour partir à la retraite. C'est ça qu'ils sont en train de faire et que c'est insupportable parce qu'en réalité, on paye pour le capital dans cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle 9 actifs sur 10 sont contre ce projet et disent il n'en est pas question et nous le refusons. C'est la raison aussi parce qu'ils ont le droit à la fois de dire que le droit au travail pour tous c'est nécessaire, c'est indispensable, mais qu'en même temps, oui, on a le droit à partir du moment où on produit plus, à partir du moment où notre productivité a augmenté, eh bien on a le droit de s'émanciper d'une partie de sa vie du travail de plus en plus, notamment dans les travaux pénibles. On a le droit, sans être culpabilisé, d'arrêter le soir et de se dire bah ouais, je suis content d'arrêter de travailler. À la fin de la semaine, de se dire oui, je suis content d'arrêter de travailler. En congé payé, de se dire oui, je suis content d'arrêter de travailler et de partir à la retraite plus tôt. Il est hors de question que d'une manière réactionnaire, ils arrêtent de culpabiliser les gens qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui permettent d'engraisser ceux qui profitent de leur force de travail pour, depuis des années, accumuler la rente capitaliste. Voilà, c'est Je pense qu'on va gagner parce qu'on se retrouve avec l'intelligence de l'intersyndicale des salariés mobilisés, avec tout simplement un appel à la grève générale le 7 mars, d'accord, qu'on n'a pas vu depuis des années parce que je n'ai pas assisté depuis des années au fait que tous les syndicats appellent à la grève générale en espérant qu'elle sera reconductible. Et je ne connais pas un gouvernement dans cette 5e République qui a été capable de tenir contre un peuple mobilisé, contre un peuple en grève. Et celui-ci, Macron ou pas, il ne sera pas capable non plus de tenir. Et c'est la raison pour laquelle merci Raquel et merci à vous toutes et tous pour votre présence ce soir, votre présence cet après-midi, votre présence ces dernières semaines. Aujourd'hui encore, la mobilisation a été massive et que le gouvernement veuille l'entendre ou non, cette mobilisation est historique. Dans la rue, au Parlement et dans cette salle, hier, aujourd'hui comme le 7 mars, c'était, ça sera non. Non à cette réforme sexiste qui aggrave un système qui était déjà défavorable aux femmes. Oui, souvenez-vous, ces fameuses 25 meilleures années prises en charge pour calculer les pensions plutôt que les 10 meilleures années qui nous ont déjà bien pénalisées. Et bien avec cette réforme, c'est encore plus de femmes qui devront attendre 67 ans pour l'annulation de leur décote. C'est aussi l'anéantissement de la compensation par la validation de trimestres pour enfants. Donc pour vous donner une idée, c'est sur la génération 68-78, un quart des femmes qui partent actuellement à la retraite à 62 ans et qui vont voir leur âge de départ à la retraite reculer de 2 ans. Et donc entre les carrières hachées, le temps partiel subi, les pénibilités des métiers féminisés qui sont occultés, les écarts de salaire, la retraite de droit direct est encore pour nous 40% inférieure à celle des hommes, nous les femmes avions bien plus. Et ce qu'il nous reste, eh bien le gouvernement essaye de nous le voler. Non, non à cette réforme qui va créer une poche de précarité avant la retraite. Comment peut-on penser, encore aujourd'hui, qu'il faille encourager le travail des seniors, alors qu'aujourd'hui, en France, un tiers des personnes ne sont plus en emploi lorsqu'elles atteignent l'âge de départ à la retraite? N'est-il pas évident que cette réforme ne fera qu'augmenter le nombre de seniors qui viendront remplir les bancs du Pôle emploi et qui viendront subir la nouvelle application de la réforme chômage? Est-ce que c'est pas évident qu'on va augmenter le nombre de seniors qui vivront du RSA ou du revenu de leur partenaire? C'est super cette réforme perdant. Perdant pour celles et ceux qui sont contraints de continuer à travailler alors qu'ils ne le souhaitent pas. Perdant pour celles et ceux qui voulaient continuer à travailler mais qui perdront leur surcote.
perdant pour celles et ceux qui vont voir leur période de précarité s'allonger. Alors non, non à cette réforme qui nous vole encore 2 années de vie. 2 années de vie en bonne santé. Ça a été dit juste avant par Éric Coquerel, nos meilleures années de retraite, nos pires années de travail. Ces années où, après avoir exercé une dure vie de labeur, on va pouvoir enfin profiter de notre liberté. Ces années de retraite où on a encore la force de faire des rencontres, où on a encore la force de partir à l'aventure, la force de porter ses petits-enfants dans ses bras et toute sa tête pour s'en occuper. Chers amis, chers camarades, comme nous sommes nombreuses et nombreux, dans la salle comme dans la tribune, je vais essayer de me tenir au temps de parole que m'a donné Raquel et les 10 minutes. Mais comme c'est que des amis ce soir, si je suis trop long, je les invite à me tirer la manche pour abréger le propos. Je dois vous dire que je suis extrêmement heureux d'abord d'être ici ce soir avec vous. Unis et rassemblés dans notre diversité. Unis et rassemblés parce que, peut-être en Seine-Saint-Denis, plus qu'ailleurs, nous savons que pour faire rempart aux politiques austéritaires, autoritaires, aux politiques racistes et xénophobes, il nous faut être rassemblés, quels que soient les débats que nous avons à gauche. Parce que, pour défendre celles et ceux qui triment le matin au soir, celles et ceux qui tiennent ce pays debout, nous n'avons qu'une seule option devant nous, être unis et rassemblés jusqu'à la victoire et jusqu'au retrait de cette réforme. Parce que nous voulons être utiles pour changer la société, utiles pour lutter contre le réchauffement climatique, utiles non pas pour servir les dividendes des actionnaires, mais pour servir le pays et le plus grand nombre. Et donc, il nous faut mener en même temps que la bataille sur la retraite, la bataille sur le sens au travail. Voilà ce qui est en train de se jouer. Alors, chers amis et chers camarades, puisqu'il me reste 10 secondes, je vous dis que nous allons être unis et rassemblés. Continuons, mobilisons-nous. Le 7 mars, rendez-vous dans la rue. Unis et rassemblés. Ce n'est pas un enceinte de 5 ans. Nous sommes là pour vous. Et donc, ces amendements, nous avons décidé quand même de faire un effort, puisque vous l'avez vu depuis le début de la semaine, nous en avons supprimé par milliers. Eh bien, il en reste toujours, et ceux qui restent sont ceux de la Macronie, des Républicains, qui eux, en réalité, ne veulent absolument pas aller au vote de l'article 7, parce que eux, contrairement à nous, ils n'assument pas leur vote et ils ne veulent pas rendre compte aux citoyens qui les ont élus. Et donc, tout l'enjeu de ce débat, bien sûr, c'est de les amener à débattre de cet article 7, à montrer finalement ce qu'ils iraient voter, et surtout à leur faire comprendre, parce qu'ils n'ont pas compris, vous savez, depuis le début de la réforme, ils nous parlent de pédagogie, comme si les Français étaient incapables de comprendre la réforme. En réalité, à chaque fois qu'il y a 1 heure de débat à l'Assemblée nationale, ils prennent un point de plus de contestation dans le pays, parce que les Français ont très bien compris cette réforme et ils n'en veulent pas. Et donc, l'objectif aujourd'hui, bien sûr, c'est de les amener à expliquer aux Français en quoi cette réforme est juste, utile et nécessaire. Parce que nous, on le dit et on le répète, ce n'est pas le cas et ils nous amènent droit dans le mur. Peut-être que il y a une seule chose qu'on peut créditer à Macron, c'est que grâce à lui, il a réussi à unir tout le monde contre lui. L'intersyndicale, les partis politiques de l'opposition, je parle bien de l'opposition, parce que quand on parle de LR et du RN, il faut quand même reconnaître qu'ils ont été absents, qu'ils se sont planqués pendant les débats en séance. Et en fait, leur seule revendication aujourd'hui pour ces deux groupes politiques, c'est de nous dire que finalement, pour résorber la crise, ou en tout cas le financement de nos retraites, eh bien, il faut faire des bébés. Donc voilà, la solution miracle pour LR et le RN, c'est tout simplement d'augmenter la natalité dans notre pays pour équilibrer les caisses de retraite. Vous voyez, on assiste. Oui, alors, oui, ça c'est sûr. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, ils se rassurent parce que... Faire des bébés blancs. Ah bah oui, parce que sinon ça serait trop facile. Mais nous, on leur a proposé d'autres solutions. On leur a dit d'accueillir les réfugiés, de régulariser tous les sans-papiers. Et ça,
la revalorisation des salaires. Ça permettrait aussi d'équilibrer ce fameux système de retraite qui nous explique qu'il est en danger. L'égalité salariale femmes-hommes, ça a été dit. Des propositions, on a plein, remettre en place l'ISF, tout ce qu'ils ont retiré. Parce que Macron, en réalité, quand il nous a parlé du ruissellement, nous, on avait compris que le ruissellement, c'était les plus riches qui allaient ruisseler sur les plus pauvres. En réalité, le ruissellement à la sauce Macron, c'est prendre la sueur des plus pauvres et des travailleurs pour le donner aux plus riches et aux milliardaires. Parce qu'ils pensent, pas à juste titre de mon point de vue, que la mobilisation va faiblir. Mais en réalité, je ne sais pas dans quel monde ils vivent. Moi, à chaque fois que je vais quelque part, les gens sont totalement contre cette réforme. Et d'ailleurs, les sondages le disent. L'opposition à cette réforme ne fait qu'augmenter. Elle ne fait qu'augmenter. À chaque fois qu'ils parlent, les gens s'opposent à cette réforme. Donc, ce n'est pas parce que, selon eux, la mobilisation aurait faibli, que les choses vont se tasser, que les gens vont accepter tranquillement de laisser passer cette réforme, parce qu'on entend déjà certains nous expliquer que la prochaine étape, ça sera 67 ans. Il y a même des pays européens qui sont en train de réfléchir à 70 ans. Vous vous rendez compte, en réalité, si on cède sur les 64 ans, mais sur quoi est-ce qu'on va céder? Parce que ces gens-là, leur conception du progrès social, c'est de se dire que parce qu'on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps. Et nous, on leur dit que non, ce n'est pas ça le sens du progrès social, ce n'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est justement de travailler moins, de répartir le temps de travail, mais surtout de répartir les richesses dans ce pays. Parce que les richesses, il y en a dans ce pays. Terminé par ça, parce que je ne vais pas être longue, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Quand j'étais en plateau une fois avec un député macroniste, on m'a posé cette question, on m'a dit, mais est-ce que vous connaissez une bonne réforme des retraites? Parce que depuis le début, ils nous expliquent la larme à l'œil qu'il n'y a pas de bonne réforme des retraites et que c'est difficile pour eux cette réforme. Moi, j'en connais une qui était très bonne. C'est celle qui a passé l'âge de la retraite de 65 ans à 60 ans. Et c'est une du progrès social dans ce pays, c'est tout à fait possible de le faire. Et moi, je vous dis, rendez-vous le 7 mars, on ne lâche rien. C'est heureux d'être ici en Seine-Saint-Denis parce que je dois dire, malheureusement, on est au cœur de celles et ceux qui seront les premières victimes de cette réforme. Alors j'ai entendu beaucoup d'interventions, déjà il y en aura quelques-unes après. D'abord, pour dire à Fabien qu'on peut être bien coiffé, pas trop mal habillé, et être contre cette réforme. En plus, je ne suis pas toujours bien coiffé, mais enfin ce soir, elle m'a dit que j'ai fait un effort. Plus sérieusement, je vous ai entendu, et puis je vous ai quand même trouvé un peu dur à l'endroit du gouvernement et ses ministres, Olivier Dussopt. Alors je voudrais quand même essayer de souligner au moins l'une de ses qualités qui est celle de la constance. Non mais c'est vrai, souligner quand même qu'en 2010, il était contre la retraite à 62 ans, et qu'aujourd'hui, en 2023, il est contre la retraite à 62 ans. Et d'ailleurs, il est d'une telle constance qu'il est capable à l'Assemblée nationale de se répondre à lui-même dans une question d'actualité qu'il a posée en 2010 sans même prendre la question. Alors évidemment, comment croire quelqu'un qui ne croit pas à grand-chose, c'est toute la question qui nous est posée. Donc je les entends me dire, mais enfin, moi, vous les gauches, vous êtes des obsessionnels des impôts. Vous allez tirer sur vos compatriotes un boulet de canon fiscal. D'ailleurs, le même que le président de la Banque de France suggère de faire, c'est-à-dire taxer les super dividendes. Nous leur répondons finalement assez simplement, et vous, avec votre réforme, vous allez choisir un impôt sur la vie. Vous allez choisir un impôt sur la vie des gens. Vous êtes les seuls à ne pas avoir ces vies difficiles, à ne pas entendre ces femmes, ces hommes, toutes celles et tous ceux qu'on a applaudis à 20h, qui étaient les premiers corvées quand on les a fait monter en première ligne. Et d'où ils venaient? Stéphane Troussel le sait sans doute mieux que quiconque. Vous le savez mieux que quiconque. Ils venaient d'ici, ils venaient de Seine-Saint-Denis, ils prenaient le métro, le RER, tout. Des malades qui venaient grossir les rangs de nos hôpitaux. Eh bien, après les avoir applaudis à 20h, il a choisi que ce serait eux qui rembourseraient les quoi qu'il en coûte. Que ce serait vous, mesdames, au premier chef, qui rembourseraient, qui passeraient à la caisse, parce qu'ils n'ont qu'un savoir-faire, prendre dans les poches vides et jamais dans les poches pleines.
devant l'absence de réponse du gouvernement aux questions qu'on lui posait, a décidé, parce qu'il a les pouvoirs pour cela, d'aller taper à la porte de l'administration et d'aller chercher lui-même les informations qu'on nous refusait. Alors le directeur de la sécurité sociale, un fonctionnaire peut-être bien habillé et bien coiffé, probablement, mais très diligent, a dit la vérité à Jérôme Guesch. Il a commencé à lui dire écoutez-moi, je ne peux pas vous dire d'où le ministre sort ces 40 000 nouveaux retraités qui bénéficieront de la retraite à 1 200 €. Moi, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a 13 000 retraités sur 800 000 qui, de la génération 1962, partant là dans quelques mois à la retraite, toucheront une augmentation de 100 € par mois. 1,7% de ceux qui partiront à la retraite. Tout le reste, il n'est pas capable de le justifier. Et le ministre d'ailleurs, non plus cet après-midi, puisque interpellé en séance, il a eu pour toute réponse, je n'ai pas de compte à vous rendre. Mais enfin, de qui est-il le représentant? De qui sommes-nous les représentants? Devant qui est-il responsable? Devant la représentation nationale, c'est-à-dire devant vous. Il tient son mandat de vous, et la vérité, c'est qu'il vous emmerde. Ce gouvernement, quand même, c'est un peu les briconautes. C'est les gens qui bricolent. D'abord, nous oppose toujours à nous, la gauche, un problème de crédibilité. Mais moi, je remarque que quand même, ça fait la deuxième fois qu'ils essayent de s'y prendre pour réformer les retraites. Que déjà, la dernière fois, c'était poussif. Et que face, là aussi, au mouvement social, face aussi à nos cofrons unis à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous les avons fait reculer. C'est les briconautes et ils s'y prennent mal parce qu'ils sont censés présenter cette réforme au terme d'une concertation, mais qui en réalité avait pour point d'arrivée l'exact point de départ. Moi j'ai l'habitude de dire que Emmanuel Macron c'est quand même le Garcimore de la concertation. Alors je dis ça surtout pour les générations 62 et avant. Parce que pour les autres, je suis pas sûr qu'ils sachent qui c'est. Enfin, c'est un magicien qui à chaque fois qu'il fait un tour de magie, ça marche pas. Et là Macron, quand il fait de la concertation, ça marche pas. Il y aura surtout les femmes, je le dis comme victime, mais là aussi, allant taper à la porte de la DSS, on dit, mais en fait, qui est-ce qui va payer la facture? Les femmes. Il y a 18 milliards d'économies à faire, 11 milliards seront sur le dos des femmes. Il y aura les mêmes écarts de pension entre les hommes et les femmes. Les femmes continueront de partir à la retraite après les hommes. Elles continueront d'avoir des pensions plus faibles que les hommes. Et puis, comble effectivement, quand on est un gouvernement patriarcal, elles devront, pour un certain nombre de générations, cotiser 2 fois plus de trimestres que les hommes. Voilà, la grande cause du quinquennat, mais c'est cause toujours. On a parlé de l'humanité, par une petite lecture de l'humanité. Et je ne crois pas qu'ici, on en fera reproche. Il y a, dans ce que fait Emmanuel Macron, au fond, quelque chose qui pourrait ressembler à un enterrement de première classe de la République sociale. À une liquidation de tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons défendu depuis des décennies. Et dans l'hémicycle, ils ont parfois le mauvais goût de citer Jaurès, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, de se revendiquer d'Ambroise Croizat. C'est tellement peu crédible qu'il n'arrive même pas à prononcer son nom. Je disais tout à l'heure dans l'hémicycle André Croizé. Venez, parlez-vous. Eh bien moi, je voudrais, à ces tentatives de funérailles, opposer cette belle image et nous appeler à la solidarité avec ce que nous ont légué nos aînés. Dans le journal L'Humanité, on décrit les obsèques d'Ambroise Croizat. Et je voudrais lire cette description, d'abord parce qu'elle est émouvante et qu'elle nous oblige, et ensuite parce que je vois dans la rue à bien des égards ceux qui avaient accompagné son cercueil. L'Humanité écrit, c'était comme un fleuve veiné de tricolore où tremblait la brume des cravates de crêpe. Œillets et lilas par milliers, des couronnes sur toute la largeur de la rue. Sur des kilomètres par milliers,
comme si des parterres fleuris s'étaient mis soudain à marcher, mineurs du Nord ou d'Est, en bleu, blanc aux côtés, métallo de Citroën ou de Renault, élus barrés d'écharpe, la France entière, ici, s'était donné rendez-vous. Eh bien, donnons rendez-vous, avec la même exigence, avec la même fougue, avec le même espoir, le 7 mars prochain. La victoire est au bout du chemin parce que c'est nous qui avons raison et qui sommes le temps du progrès. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde. Oui, j'arrive pas de Bruxelles, même si en tant que député européen, on est plus souvent à Bruxelles qu'à Strasbourg. Mais là, cette semaine, on a fait une session plénière à Strasbourg, donc je suis rentrée tout à l'heure de Strasbourg. Et d'ailleurs, je suis revenue avec une valise qui était plus lourde que quand je suis partie. J'ai pas ramené des pretzels de Strasbourg, j'ai pas ramené des liasses de billets dans ma valise non plus, même si c'est un peu tendance en ce moment au Parlement européen, le mal de billets. Mais je vous ai ramené du soutien de toute l'Europe, de la solidarité et de la force de tout le continent. Et je peux vous dire que la mobilisation contre la retraite à 64 ans, elle suscite énormément d'admiration partout en Europe. Elle impressionne cette mobilisation, sur le nombre et sur le fond. Vous verrez la panique des Irlandais, des Bulgares, encore cette semaine quand ils ont appris qu'il y avait une nouvelle journée de mobilisation à Strasbourg jeudi. Alors c'était oh, what? Another wave? Est-ce qu'on va pouvoir prendre notre plane? C'était assez marrant. Et les millions de personnes dans la rue mobilisées contre la retraite à 64 ans, franchement, quelle fierté. Il y a 2 jours, là, dans l'hémicycle, après une session de vote, je montrais sur mon téléphone les photos de la place d'Italie, pleine de monde, noir de monde, les photos des petits villages où il y avait plus de manifestants que d'habitants. Et je vous assure, il y avait un attroupement autour de moi. Il y avait encore plus de députés agglutinés autour de moi que le jour où j'avais montré mes photos de mariage. Pour vous dire qu'il y avait quand même du monde pour me regarder en robe de mariée. Donc là, c'était vraiment énorme. On va accueillir chaleureusement François Ruffin. Les petites mains qui permettent que ce genre de choses existe en allant distribuer des tracts, coller des affiches et ainsi de suite, et qui permettent que les idées se répandent autrement que dans les grands canaux dominants, mais aussi par les petits ruisseaux de la contre-information. Donc grand merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé à la question. Les camarades disaient que c'était un grand travail technique de présence. Franchement, c'est surtout un grand travail d'endurance dans l'usine à amendement qui est l'Assemblée nationale, que j'ai quitté et je suis tombé en partant sur une paire de gants de ski qui traînait à terre. J'ai demandé aux macronistes qu'est-ce qu'ils les a oubliés, parce qu'ils sont déjà ils sont déjà en train de parler de leur chalet à Chamonix, quoi. Donc voilà, ils sont déjà en vacances. Pendant que nous, on est en train de réclamer une semaine de plus, non, la semaine est réservée, donc c'est pas possible de prolonger les débats au-delà de ça. Et ils vont revenir bronzés pendant qu'ils auront collé 2 ans de plus aux Français. Moi, je pense que quand on est macroniste et qu'on est partisan de la valeur travail, on doit d'abord se l'appliquer à soi-même. Et que le droit à la travail serait utilisé. Voilà à quoi ils vont consacrer la semaine prochaine. Moi, j'ai appelé mon tour opérateur aussi ce matin. Moi, la semaine prochaine, je vais à la centrale nucléaire de Civaux, près de Poitiers. Ah oui, il faut aimer voyager. Pourquoi? Parce qu'il y a une grève là-bas qui dure depuis maintenant 5 semaines, des agents d'entretien. Et donc j'ai appelé ma gentille organisatrice sur place, Marie-Agnès, qui est donc en grève. Elle a 53 ans, elle a travaillé auparavant dans l'industrie, elle a eu 2 accidents du travail, elle a eu une machine qui lui a sectionné un doigt et il y a un tendon qui a pété, quoi. Et elle a un 2e accident du travail parce que comme elle soulevait du bois, et ben il y a 2 disques qui sont usés dans son dos. On a fait le calcul avec la distance, avec le simulateur. Elle passe de 62 ans à 63 ans et 3 mois. Sachant que l'espérance de vie pour les ouvriers et ouvrières, c'est de 61 ans sans incapacité en moyenne. C'est de 71 ans pour les cadres, donc il y a 10 ans de différence. Que
pour un tiers des agents d'entretien entre 50 et 64 ans, on n'est ni au chômage ni en retraite, on voit ce que va pouvoir donner sa fin de carrière en pointillé. Pourquoi, pour moi, appeler Marie-Agnès ce matin? Pour préparer mon voyage, certes, à Civaux, mais aussi parce qu'il est nécessaire pour nous qui sommes à l'Assemblée nationale, en tout cas pour moi, de toujours savoir pour qui nous nous battons. D'avoir en permanence ce rappel des voix, des vies, des visages qui nous amènent à aller nous batailler à l'Assemblée nationale, et pour ça bien savoir qu'on n'est pas là sous les dorures, avec ce risque d'oubli, qu'on n'est pas là pour des abstractions, mais qu'on est là pour des hommes et des femmes qui sont faits de chair et aussi d'esprit, d'espérance, de révolte, parfois de résignation. Tout à l'heure était évoqué les retraites. Je veux dire à quel point les retraites sont un miracle. Sont un miracle parce que pour les Marie-Agnès, normalement, pendant des millénaires dans les classes populaires, vieillir, quand on avait la chance de vieillir, c'était vieillir dans la misère. C'était vieillir au crochet de ses enfants. Ou alors, c'était vieillir à l'hôpital. Et quand en 1945, André Croiset, là, il décide, avec le Conseil national de la résistance, de mettre en place cette réforme des retraites, parce qu'à l'époque, réforme, c'était un mot positif. Maintenant, ils l'ont piqué. Avant, la gauche, elle disait les contre-réformes. Bon, maintenant, on a renoncé, on leur a laissé le mot réforme. Mais réforme est un mot positif. Quand ils mettent en place cette réforme en 1945, en 30 ans, avec à la fois le minimum vieillesse et les retraites, il y a une division par 4 du taux de pauvreté chez les personnes âgées. C'est-à-dire que, et le taux de pauvreté passe sous la moyenne nationale. C'est-à-dire que là, on a une fatalité historique, millénaire, qui est vaincue par de la politique. Qui est vaincue par de la politique. J'ouvre une parenthèse, mais pour dire que ce que nous avons fait pour les personnes âgées, en passant de la solidarité familiale à la solidarité sociale, à la solidarité nationale, nous devons le préserver, mais nous devons aujourd'hui faire la même chose pour la jeunesse. Nous venons de passer de solidarité familiale nationale à une solidarité sociale. Marie-Agnès, voilà la France qui dit non depuis un mois. C'est la France qui se lève tôt, c'est la France qui va au boulot, c'est la France qui a mal au dos, c'est là-bas à Civaux, la France qui prend l'auto, c'est ici, la France qui prend le métro. C'est la France ici de Bobigny, de Saint-Denis, qui monte à Paris le matin pour soigner, pour transporter, pour nettoyer les rues, pour surveiller les bâtiments, pour faire la manutention, pour mettre en rayon. La France des deuxièmes lignes, qui lui demande juste de vivre de son travail. Vivre de son travail présent, le salaire, vivre de son travail passé, la retraite avec le droit à des belles années, le droit à des années en bonne santé, le droit au bonheur pendant quelques temps. C'est une France qui accepte beaucoup, mais qui a dit non. C'est 7 Français sur 10 qui disent non. C'est 9 salariés sur 10 qui disent non. C'est 1, 2, 3 millions de personnes qui, 1, 2, 3, 4 fois disent non. Là, on est où? On est quand? C'est la mi-temps. D'accord? Ça fait un mois qu'on est lancé, on a 3 semaines pour le 7 mars, on respire un grand coup. À la mi-temps, quel est le score? À la mi-temps, je pense que ça fait 2-0 pour nous. Ça fait, dans les têtes, on a marqué un but. Ça tient dans les têtes. L'opinion, les gens sont avec nous et ils lâchent pas, et c'est bien. Dans la rue, on a gagné, on a marqué un but. Bon, à l'Assemblée, je dirais pas qu'on a marqué les buts, mais au moins on n'en a pas pris. D'accord? C'est un jeu assez défensif pour l'instant. Il va nous falloir, dehors, passer à l'offensive. Dans la deuxième mi-temps, il faut qu'on l'emporte. Et là, c'est clair. C'est clair, on n'a pas le choix. Il ne veut pas entendre. Il a décidé tout seul, il ne veut pas entendre. Il faut arrêter le pays pour arrêter Macron. Pour arrêter renoncer, remettre dans son slibard cette contre-réforme des retraites. La seule solution, c'est qu'ils reçoivent des appels des patrons. Il faut que ça soit le MEDEF qui l'appelle, il faut que ça soit la CGPME qui l'appelle et qui lui dise « Arrête tes bêtises, on n'a pas besoin de ça en ce moment. On a des salariés qui sont déjà découragés, qui se voient leur salaire bouffé par l'inflation, et toi tu nous rajoutes ça, mais tu vois pas la pagaille que tu nous mets dans nos boîtes. Arrête ça. Il faut qu'il y en ait ça des appels des patrons.
dire que c'est le jour de gloire est arrivé, mais ça doit être l'heure de vérité. C'est l'heure pour les Français de courber les chines ou de redresser la tête devant le maître. C'est l'heure pour les Français de s'abandonner au souverain élyséen ou de reprendre en main notre destin commun. C'est l'heure pour les Français de trancher pour qui le pays est gouverné. Pour les marchés ou pour les salariés. Pour les financiers ou pour les Français. C'est l'heure de se tourner pour le pays vers l'indifférence ou vers l'espérance. Et donc, nous on doit bosser. Nous on doit se lever le matin, 7 mars. On va pisser 7 mars. On prend notre petit déjeuner, 7 mars. On passe au supermarché, 7 mars. On est dans les vestiaires du club de foot, 7 mars. On va à la chorale, 7 mars. Voilà. On commence à... Le 7 mars, pourquoi? Le 7 mars, pour aller chercher toutes les Marie-Agnès du pays. Faut pas en louper une. C'est toutes les Marie-Agnès du pays qui doivent être, pour le 7 mars, traversées d'une espérance que quoi? Que à la fin, c'est nous qu'on peut. C'est nous, à Comédie, ça a pas du tout ça. À la fin, c'est nous qu'on peut. C'est nous, à Comédie, merci. Faut aller vite parce que il faut être dans l'hémicycle pour mener la bataille. Et il faut tenir le temps. Alors, je voudrais insister parce que plein de choses, évidemment, donc chez des gens ont été pointées, avec malice, avec humour, avec précision, il y a une qualité de tout ce qui a été dit auparavant que je salue. Mais je voudrais, tout en remerciant évidemment Raquel Garrido d'avoir fait ce meeting ici, dire que ça n'est pas rien de faire un meeting dans le cœur de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Dans ce département qui est celui avec des habitantes et des habitants qui se lèvent tôt et pour lequel, disons-le, il est parfois difficile le soir de venir dans des réunions politiques. Particulièrement. On a tous l'habitude de tourner à travers la France. Ce week-end, je serai à Lorient, à Nantes, dans beaucoup de villes, de centre-villes. Mais venir faire un meeting en Seine-Saint-Denis, un jour de manifestation, dans cette ville où tant de femmes et d'hommes travaillent dur, cela a une signification toute particulière qui donne, je crois, à cette réunion publique. Une signification profonde que je voudrais que vous compreniez bien. Ah, ce département, combien de fois a-t-il été insulté? C'est l'obsession de l'extrême droite. Marine Le Pen dit de lui, la Seine-Saint-Denis est une zone de non-droit. Éric Zemmour, la Seine-Saint-Denis, c'est plus la France depuis longtemps. Macron, à sa façon, de manière un peu hallucinée, dit un peu la même chose. Il dit, la Seine-Saint-Denis, c'est presque la Californie. Alors là, on aimerait lui dire tout simplement, non, la Seine-Saint-Denis, c'est la France. Et c'est une France particulière. Précarisée, connaissant la pauvreté, mais c'est un département le plus jeune de France. Le plus jeune. 36% ont moins de 25 ans. C'est le département où il y a le moins de personnes âgées. Pour plein de raisons. Notamment parce que, marqué par l'immigration, beaucoup de ceux qui ont beaucoup travaillé, parfois font le choix d'aller vivre leur vieux jour dans leur pays d'origine. C'est un département qui est celui où il y a le plus de création d'entreprises. Mais je reviens à cette différence de pyramide des âges, comme on dit. Jeunes travailleurs avec un peu moins de vieux. Je le dis simplement parce que j'y pensais cet après-midi quand M. Gabriel Attal, le ministre du Budget, élu des Hauts-de-Seine, où là il y a le département le plus riche et le plus vieux. Et c'était Coquerel ou Clémentine ou Raquel qui l'interpellait. Il répondait avec arrogance. Mais je me disais, il y a dans ce dialogue quelque chose de très frappant. D'un côté, les élus de Seine-Saint-Denis qui portent la voix des jeunes, des travailleurs, qui paieront souvent les cotisations des riches des Hauts-de-Seine. Et leur voix doit être entendue en particulier. Parce que c'est eux qui vont être particulièrement pénalisés par ce qui doit avoir lieu. 2 ans de plus, cela a été dit par Fabien. C'est pas seulement, comme le dit ce texte technocratique, dans une phrase sibylline, page 19, j'aime parfois la lire pour que vous compreniez, c'est ça l'objet de vos malheurs. Hein. Comme tous les trucs hypocrites, le titre c'est un projet de loi rectificatif de la sécurité sociale, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Et puis il y a un article qui dit,
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié, je le dis, à l'article, accrochez-vous, L161-17-2, au premier alinéa, virgule, le nom 62 est remplacé par le nom 64, et hop, l'affaire est jouée. Mais ce pays se dresse pour défendre ces 2 années, et derrière ça, pour défendre une certaine conception de la République et du pays dans lequel ils veulent vivre. C'est un mouvement généreux, porteur de choses immédiates et simples, mais qui sont immédiatement porteuses d'un horizon magnifique. Derrière ça, c'est la question de la répartition des richesses, la question du partage, la question de la justice, une certaine conception de la vie. Et la bataille qui est engagée d'une manière que je voudrais souligner. L'unité. Oui, l'unité. Les plus anciens qui sont là savent que c'est précieux. Qu'il y a par moments des offensives qui sont menées contre le monde du travail, contre le peuple, et que notre division fait que les coups passent. Ils atteignent leur cible. Et il y a quelque chose qui doit être chéri particulièrement, applaudi particulièrement, soutenu particulièrement, c'est l'unité syndicale. Ne cherchons pas à radicaliser le mouvement, ça ne signifie rien. Il est totalement radical. Il dit une chose, retrait du texte. Nous devons comprendre ce moment particulier. Et pour ce qui est de notre responsabilité, députés, responsables politiques, allez dans cette direction. La solution, c'est l'unité. La stratégie, c'est l'unité. Le projet, c'est l'unité. Longtemps, nous avons dit que l'union est un combat. Répétons qu'aujourd'hui, l'union, c'est une victoire. Nous l'avons. Dans ces conditions, je le dis, parce que nous allons rentrer dans un moment difficile. Tout doit être fait pour maintenir cette unité. C'est pas simple, hein. Évidemment que c'est pas simple. On est des têtes dures, des caractères, vous connaissez ça dans les entreprises. Il y a 100 000 raisons de s'engueuler. Mais c'est le moment à ce que tout le monde, à sa place, doit faire l'effort de ne pas introduire des sujets de division entre nous. Tout ce que nous faisons doit être utile, jamais futile. Quand nous faisons des erreurs, corrigeons-les immédiatement. Pour ce qui est des responsables politiques, je fais la proposition que nous entendions les consignes que nous donnent les organisations syndicales et l'intersyndicale et que nous en faisions les nôtres. Pas de division, je l'ai dit, sans quoi l'adversaire en profitera. J'ai entendu dans tout ça, bien sûr, il y a des stratégies un peu différentes pour ce qui est de la bagarre parlementaire. Mais avouons que nous avons tous obtenu une chose. Et quand le gong sonnera à minuit, nous pourrons nous en féliciter. Ce texte ne sera pas adopté par l'Assemblée nationale. Je la connais un peu, vous savez, elle développera sans doute le caractère totalement antidémocratique de tout ça. Mais c'est pas rien. Le gouvernement ne pourra pas s'appuyer sur une quelconque victoire. J'ai trouvé François Ruffin un peu dur. C'est vrai qu'on joue en défensif, mais on a quand même planté un but l'autre jour. Article 2, hop, battu. Vous avez suivi ça? Pas mal. Il y a du mou dans la corde à linge, hein. Les députés de droite ont du mal à se positionner. Parce que quoi? Parce que même, vous savez, moi j'imagine dans la salle, on est tous de la même grande famille politique, mais il y a un électorat de droite populaire. Dans les 65 députés de droite, ils sont souvent ce qui reste de l'électorat de droite populaire. Et leur électorat vient les voir en leur disant hey, monsieur le député, ou madame la députée, vous n'avez pas, moi j'ai commencé jeune, je ne vais pas prendre 2 ans de plus. Donc tout ça n'est pas gagné. C'est des points d'appui pour nous. Des points d'appui. On ne va pas s'engueuler pour savoir quel article, machin, tout ça, très bien. Ça, c'est parfois des thèmes que le gouvernement, repris par certaines officines journalistiques, veut nous imposer. Mais quel que soit le sujet, pas de division, n'exacerbons pas éventuellement un désaccord stratégique. C'est absurde. La question fondamentale, et je vais conclure là-dessus, pour remarcher dans les pas de François Ruffin, c'est que cette intersyndicale, après avoir construit pas à pas, tel que le mouvement ouvrier sérieux sait le faire, parce que c'est pas simple de mettre les gens en grève
Il suffit pas de clamer quelques mots d'ordre en faisant claquer quelques drapeaux rouges pour qu'immédiatement les gens disent « Ah, j'ai compris la consigne, j'ai trouvé mon chef révolutionnaire qui me dit quoi faire ». C'est plus compliqué que ça. Il faut créer de la confiance. Ça fait peur de se mettre en grève. Ça fait peur de perdre une journée de salaire quand vous avez un prêt sur le dos. Quand le salaire que vous touchez fait que les 80 € que vous allez perdre peut-être après une journée de grève, vous allez les sentir à la fin du mois. Il faut qu'il y ait cette fraternité, cette puissance qui donne confiance pour qu'enfin tout un peuple se dise « Là, nous frappons un grand coup ». C'est pourquoi les journées qui ont été mises en place, c'est intelligemment que ce calendrier de mobilisation a été fait. Et que cette date du 7 mars est là. Amis, goûtons ce moment, c'est exceptionnel. Une intersyndicale rassemblée comme toujours, dans lequel il n'y a pas un millimètre de division. Un front politique rassemblé tel que nous sommes en train de le construire et de le construire encore. Tous ensemble nous disons, si le gouvernement engage l'épreuve de force, eh bien le 7 mars, mettons le pays à l'arrêt. Je suis un peu fou, mais j'aime l'histoire de France et, comme vous tous, la Révolution française. Alors, je vais faire un jeu de mots, j'arrive pas à le faire. On est dans le 93, mais je pense à 89. Bon, ça marche pas. Vous voyez l'idée? Non, mais c'était pour citer une chose, parce que déjà, en 1789, c'est ce que je voulais dire. Je voulais citer un personnage qui s'appelle Mirabeau. Un personnage un peu glauque, je tiens à le dire, vu qu'on s'est aperçu par la suite qu'il était corrompu, mais qui est celui qui, pour la première fois, face aux représentants du roi, lors des États généraux, et tout ça c'est une œuvre magnifique à l'Assemblée nationale, a envoyé promener le représentant du roi, c'était le marquis de Grosbrezé, celui qui était chargé de la cérémonie, qui avait dit aux États généraux, rentrez chez vous, puisque vous ne voulez pas obéir au roi. Et il s'est dressé, il avait dit, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes, et les représentants du tiers-état sont restés. C'est le début du parlementarisme. Pour la première fois, des représentants du peuple tiennent tête au pouvoir unique. Et Mirabeau disait aussi cette phrase. Alors, c'est pas le mot grève général, mais il disait cette phrase magnifique. Il dit, prenez garde, disait-il à l'aristocratie et aux puissants qui voulaient rien lâcher. Prenez garde, n'imitez pas ce peuple qui produit tout et qui, pour être formidable, n'aurait qu'à être immobile, à cesser le travail. En 1789. Le 7 mars, soyez formidables, parce que vous êtes tout. C'est vous qui avez tout, c'est vous qui produisez. Le monde du travail a droit à tout parce qu'il est tout. Le 7 mars, par votre arrêt du travail, vous allez montrer qui est le maître dans ce pays, qui est le souverain, et nous serons entendus. Merci. En remerciant Raquel d'avoir organisé ce meeting et rappeler, parce que c'est pas si vieux, que Raquel, elle a gagné cette circonscription ici à Bobigny contre le système Lagarde. C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, 12 circonscriptions, 12 députés de la NUPES ont lancé quelque chose ici de l'intérêt de cette union, de ce rassemblement sur un projet de transformation en profondeur. Ça part dans nos quartiers populaires et ça c'est important de se le rappeler. Alors sur la réforme des retraites, c'est vrai que c'est pas la première fois en Macronie, on les a pratiquées à l'Assemblée nationale pendant 5 ans, mais plus je les écoute, plus je me dis que décidément, il y a du Orwell dans la Macronie, on le savait, puisque vous connaissez la guerre c'est la paix, la surveillance c'est la liberté. Et bien avec Elisabeth Borne, maintenant la réforme des retraites, c'est la justice et c'est le progrès. Alors c'est une citation qui était réalisée sans trucage, puisque ce sont ses propres termes quand elle a lancé la réforme. Et c'est dire à quel point les mots n'ont strictement plus aucun sens en Macronie, c'est-à-dire qu'ils ont réussi vraiment à tout nous transformer, à tout changer les termes, jusqu'au mot réforme, comme le disait François tout à l'heure, et moi je tiens toujours à parler de contre-réforme,
Parce que la réforme, quand on ouvre un dictionnaire, ça veut dire améliorer les conditions de vie. Et là, il s'agit d'une immense régression sociale. Et c'est ce que les Français ont compris. Les Français ont parfaitement compris que cette contre-réforme est à la fois injuste, injustifiée et profondément brutale. Elle est injuste, elle est d'abord injuste parce qu'elle fait payer aux plus modestes des choix économiques qui ont été faits par le gouvernement, c'est-à-dire des cadeaux fiscaux aux grands groupes économiques et aux hyper riches. Et qui va les payer? Ce sont précisément les plus modestes. Les plus modestes, ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, ceux qui ont eu des carrières pénibles, ce sont eux qui vont avoir, évidemment, à payer de leur vie, de leur corps, de leur chair, cette contre-réforme. Ce sont également les femmes, et vous le savez, et c'est une raison majeure de l'injustice. Les femmes vont payer le prix fort de ce projet parce qu'elles ont les carrières les plus hachées et parce qu'il y a des inégalités de salaire. D'ailleurs, je voudrais remercier notre allié de circonstance, on s'y attendait pas, on ne s'y attendait pas, Franck Riester, quand il a été interrogé sur le sujet, n'a quand même pas réussi à pouvoir dire autre chose que oui, ce projet va là. Et je veux terminer d'un mot sur un point très important. C'est que si on gagne la bataille, on va gagner plus que les 2 années de retraite qu'ils ne vont pas nous prendre. Si nous gagnons ce bras de fer, c'est la fin du quinquennat Macron. C'est un choix de société. Et le non que nous voulons affirmer, la bataille que nous voulons remporter sur les retraites, elle est celle d'une logique politique néolibérale, d'austérité à tous les étages, et en plus de brutalité démocratique. Mais ensuite, il ne faut pas qu'on se dise les choses. Après, il y a une course contre la montre. Et la course contre la montre, elle est avec l'extrême droite. Et l'extrême droite, son projet, on l'a vu là, dans la question des retraites, il était très clair. Le projet, c'est de résoudre la question financière potentielle qui se trouve sur les retraites par la résorption du problème démographique, en demandant aux femmes de faire des enfants pour payer le régime. Et également pour faire face au fantasme du grand remplacement. Et donc, la manière dont l'extrême droite prend le projet des retraites en termes de réponse et de solutions, c'est totalement le cœur de son projet xénophobe, raciste et sexiste. Et donc, en face de... Si on a éliminé Macron parce qu'on l'a battu, le quinquennat est terminé et qu'on a mis à nu cette logique dont plus personne ne veut. Après, c'est eux ou c'est nous. Et nous, je pense que nous avons quelque chose de fort dans la séquence, c'est que le cœur de ce qu'on porte, le partage des richesses, le partage des temps de la vie, le partage des pouvoirs, la relance de l'idéal des progrès humains, l'émancipation, la quête d'émancipation. Quand vous regardez les slogans, quand vous regardez tout ce qu'il y a en ce moment dans la rue, ce qui se dit, c'est chez nous que ça fait écho. C'est pour nous d'une certaine manière. Je retrouve complètement les termes qui sont portés par notre famille politique. Ce qui nous donne une responsabilité immense, chers camarades. Immense. Parce que notre responsabilité, elle est de gagner. Et pour gagner, que chacune et chacun ait bien conscience que l'outil majeur dans le cadre d'une tripolarisation de la vie politique, c'est la NUPES. Parce que sans cette unité de toutes les familles politiques de la gauche, dans le cadre de la tripolarisation, nous n'avons pas de chance de l'histoire. Et donc, il faut... Je terminerai sur les mots de Marguerite Duras, qui me trotte sans arrêt en tête parce que ça fait tellement écho à la fois à la bataille des retraites et à la vision de la société telle que j'ai envie de la voir advenir. Je dirais que si on gagne cette bataille et les suivantes, on devrait pouvoir s'offrir quelques années de printemps. Merci les amis, il me revient le plaisir de terminer cette soirée. Je suis heureuse, je suis émue. C'était un pari audacieux. Vous me l'aviez demandé sur tous les tons. Vous m'aviez dit pourquoi les grands meetings sont-ils toujours à Paris, en Ile-de-France, et pourquoi on ne ferait pas un meeting en Seine-Saint-Denis et pourquoi pas à Bobigny. Et je voudrais particulièrement remercier mes camarades
combats sociaux. Merci Clémentine Autain, merci Alexis Corbière, merci. Également. Et donc je remercie les collègues qui sont d'ores et déjà repartis siéger, car nous siégeons encore et nous y retournerons tout à l'heure. Boris Vallaud. Merci aussi à tous les amis, les camarades militants qui ont organisé cette soirée, qui l'ont permise, parce que en Seine-Saint-Denis, nous avons depuis le début de ce mouvement organisé les uns et les autres des petites réunions publiques, dans des petites salles municipales, dans des cafés, des bars, etc. Mais ce soir, ce que nous avons réalisé, c'est le premier et le plus gros meeting de la campagne contre la retraite. Seine-Saint-Denis, qui tous les matins se lèvent pour prendre le métro ligne 5, la RERB, pour partir à Paris, pour partir dans l'ouest parisien, pour s'occuper des enfants des quartiers les plus riches, des personnes âgées dans les quartiers les plus riches, pour faire la sécurité, pour s'occuper des soins, de la santé des autres, et qui le soir reviennent fatigués, pourvus. Parce qu'ici, l'enjeu, vous le savez très bien ici, c'est pas seulement 62, 63, 64 ans. Ici, pour avoir une retraite complète, on va jusqu'à 67 ans quand on est une femme. Parce que quand on est une femme, on n'a pas de carrière complète. Donc rendu à 62 ans, on a une retraite misérable si on arrête. Et on ne peut pas se le permettre. Donc on va à 67 et même, vous le savez, les femmes de Seine-Saint-Denis poussent jusqu'à 68 ans pour aller chercher cette petite surcote. Vous le savez, la petite surcote à 5%, à 10%, voilà la réalité de ce que vivent les femmes de Seine-Saint-Denis. On est tous d'accord. Et cette unité fait de nous une puissance absolument irrépressible. On ne peut que gagner. Mais au fur et à mesure que Macron s'entête, avec ses amis députés, avec ses amis macronistes, avec ses amis députés de la droite aussi, dont on voit qu'ils sont dans une zone de déséquilibre. Ils sont embêtés, hein? Ils sont embêtés parce que chez eux aussi, dans leur circonscription, c'est 9 Français sur 10 qui ne sont pas d'accord. Et nous, avec les collègues, on cause de temps en temps avec tous ces députés de droite. Et là, au mois de janvier, ils ont, pour la plupart, fait les vœux. Vous savez, en janvier, on fait les vœux. Donc, ils sont allés dans les différentes communes de leur circonscription et ils ont entendu partout la même chose. Partout, ils ont entendu la même chose. Ils nous disent, on a entendu des Français qui disent, 1, on sait que cette réforme n'est pas nécessaire, et 2, on sait qu'on nous enfume beaucoup pour nous essayer de nous faire croire que c'est nécessaire. Donc il y a une espèce de ras-le-bol de ce mensonge étatique, de cette façon de se forcer contre le peuple. Voilà, c'est bien d'ailleurs ce qu'ont parfaitement compris les organisations syndicales, et elles ont été maintes fois saluées ce soir, et je veux le redire. Je veux redire à travers Kamel Brahmi ma reconnaissance, notre reconnaissance au mouvement syndical français. Je veux dire qu'ici, nous avons vécu le Covid d'une façon très particulière. Parce que ça a été dit ici, pendant le Covid, on était nombreux à continuer de travailler. Donc c'est ici qu'il y a eu plus de morts. Et donc c'est ici qu'on sait que la vie est courte. La vie est courte. Et jamais on laissera quelqu'un prendre 2 ans de notre vie. Jamais. Elle m'a dit la grande différence entre les riches et les pauvres, la grande différence entre les puissants et le peuple, c'est que eux, ils ont de temps en temps la possibilité de se payer des vacances avec leurs enfants, ils arrêtent de travailler, ça, ils profitent. Alors que nous, non. Si on arrête de travailler, on ne mange plus. Donc il faut y aller tous les jours, il faut se lever tous les matins,
soirs, il faut se fatiguer. Tous les soirs, c'est ça la grande différence. Parce que à la fin de notre vie, quand on a fini le travail, au bout du bout, eh bien, il n'y a pas de magasin où on va acheter encore des années de vie supplémentaires. Ça n'existe pas. Donc rien de ce qu'ils nous prennent aujourd'hui par cet impôt sur la vie, nous pourrons le racheter. Nous ne pourrons le garder que par la lutte, opiniâtre. De pouvoir se mettre au pied d'un arbre pour peut-être faire la sieste, ce loisir de pouvoir voir nos enfants, nos petits-enfants, voir personne même, quand on arrive voir personne. Voilà la liberté, nous voulons être maîtres de nos vies, comme nous sommes les maîtres en démocratie, nous voulons être les maîtres de notre temps. Voilà ce que nous allons